Bonjour. Jean-Bertrand Pontalis, Fenêtre sur l'inconscient, colloque organisé à Annecy le 13 mai 2000. Il critique les colloques, les qualifiant d'entreprises de refoulement collectif. Il créa la nouvelle revue de psychanalyse et partage son temps le matin chez Gallimard, où il dirige ses collections, et l'après-midi en analyse. Pontalis ne conçoit pas consacrer toute son activité à l'analyse. Ce colloque est un dialogue entre lui et les intervenants. Les psychanalystes ont un labeur quotidien dans les terres parfois arides de l'inconscient. Et si toute notre vie nous ne faisions que lancer la bobine, comme le petit Hans là-bas, pour la faire revenir ici, ma mémoire, comme mes rêves, garde des traces de ce que j'ai vécu et de ce que je n'ai pas vécu. Pontalis, théoricien de la psychanalyse, qui refuse la tyrannie des concepts. Il veut rester praticien et non devenir philosophe, s'écartant ainsi d'un Sartre, de Lacan et de la conception de la traduction de Jean Laplanche. La psychanalyse ne peut être désincarnée, et aimer bien ses patients, ni trop peu, est une des conditions pour être psychanalyste. Aimer suffisamment la vie et savoir la goûter. Censure de la menthe, Michel Fin, sans un amour suffisant de la vie. Pontalis, analyste, écrivain, qui reproduit à merveille la démarche analytique de la cure elle-même. Il nous montre comment l'analyste tente d'ouvrir une fenêtre dans son contre-transfert à partir de chaque interrogation. Le transfert risque de provoquer chez l'analyste une sidération de la pensée, le transfert du transfert vers l'amour. La meilleure garantie contre cette mort de l'analyste est le travail sur la chair du langage en soi, son contre-transfert, l'outil de travail du psychanalyste. Ouvrir les fenêtres sur l'histoire infantile qui le tourmente aussi. Chaque partie de la journée du colloque était précédée de la lecture d'un chapitre du livre de Pontalis, Fenêtre. Abandon tranquille au sommeil dans un lit après l'amour. Albertine, la dormeuse, est devenue comme une plante. Peindre ce qui dort et ce qui en nous alors s'éveille. Je plains ceux qui pensent que dormir est une perte de temps. Les insomniaques, incapables de rêver, qui rongent leurs soucis. Le sommeil est le gardien du rêve. Hypnos est un dieu qui nous éveille. Fenêtre est pour Pontalis son vocabulaire privé. Toute son activité professionnelle concerne des faits de langage, son terrain, les mots. Une confiance absolue dans l'écriture et une défiance envers le langage. Le lecteur rencontre l'étranger en lui. Filiation avec le mode de pensée de Winnicott, communique au patient les limites de sa compréhension. C'est un go-between qui fait des allées et venues. Freud fait remarquer que l'utilisation des rêves en analyse est très éloignée de leur but originel. Freud désenchante le rêve en conférant au récit une prééminence sur le visuel. Pontalis formule la mélancolie du langage, déchirure qui habite et hante les activités de pensée. Analyse et écriture se rencontrent autour de la question du deuil. Aller de l'autre côté de la rive, Freud nous a laissé un territoire de pensée pour penser, situé dans l'entre-deux. Tout analyste est confronté à une histoire temporelle ou un destin. La remémoration est un des buts assignés en psychanalyse. C'est davantage le tracé que la trace qui importe l'analyste, Pontalis. Analyse comme traversée avec sa tempête et ses calmes. Un lieu agité, inaccessible, un ça dans lequel l'inconscient n'est plus archive mais action, et dans lequel Ulysse se change en Prométhée. Ulysse a le temps qui passe, Prométhée le supplice est éternel. Quand on dit modestie, le psychanalyste pense formation réactionnelle contre un orgueil démesuré. Winnicott n'a jamais systématisé sa pensée, c'est un de ses attraits.
n'a jamais constitué un tout et n'a jamais eu de disciple. Cocteau raconte qu'une dame, voyant un tableau de Picasso, dit « Pour moi, c'est du chinois ». Et Picasso répondit « Oui, mais vous oubliez que le chinois est une langue parlée par 600 millions de personnes. » Et d'hommes, eh bien le rêve, c'est pareil. Sartre était un esprit catégorique qui aimait se contredire, penser contre. Il a dit penser, c'est toujours penser contre soi-même. Il aimait en tirer lui-même les conséquences, car il n'aimait pas tellement qu'on pense contre lui. Sartre tranchait, il donnait l'illusion qu'il pouvait effectivement tout penser. Pontalis écrit le concept, ce prédateur, ce tyran. Acharnement est le signe, la manifestation du renforcement de la revendication. La violence de la revendication pulsionnelle s'énonce sur fond de détresse. Chez les fils, le désir de meurtre et son devenir vont prendre en charge un certain destin de la négativité et de la résistance. Au-delà indique toujours pour Freud le pays des morts. L'acharnement est cet agir exaspéré. Lutte à mort contre l'impuissance. L'acharnement, c'est du côté de la vie, de la violence et de la destructivité. Un prédateur qui s'acharne sur sa proie. Le désir se transforme en exigence de penser, de chercher l'inconnu dans le connu. Les dieux grecs détenaient le pouvoir de revêtir une forme humaine ou animale quand ça les arrangeait dans leurs affaires amoureuses. L'inconscient serait-il pour les psychanalystes la version laïque d'un Dieu caché qu'on ne peut palper, l'irreprésentable, présent et inaccessible? La psychanalyse a tellement et définitivement modifié la place de l'image dans la pensée. Le psychique est plein d'images toujours prêtes à exercer leur emprise. La pulsion traverse l'image et cherche à se représenter en elle. Une scène est de l'ordre du langage. Pour l'analyse, l'espace du rêve est le paradigme de l'espace de l'image. L'expérience de l'interprétation du rêve nous sert toujours de repère. La pensée se déplace dans un espace tendu entre la sensorialité et la vie de l'esprit. Penser comme mouvement, pulsion inconsciente avec sa force à se représenter et refoulement de ses représentations. Les mots sont le lieu d'élection de la force créatrice de l'attention entre sensorialité et sens. Rainer Maria Rilke, le jeune poète taciturne, a écrit sa douleur de ne pas pouvoir trouver les mots pour dire la peinture de Cézanne. Comment regarder en gardant un esprit non prévenu afin de trouver un langage objectif comme celui du peintre? L'illusion que la chose peut s'accomplir habite l'écrivain et commande son désir d'écrire. Pour lui, pas de dissociation entre le mot et la chose. Si l'écrivain cesse d'en être convaincu, il cesse d'écrire. Tout comme la vie amoureuse et l'analyse. Paradoxe que la langue ne puisse se dessaisir de ce qu'elle n'a jamais possédé. La pensée flottante en séance pourrait être la pensée rêvante de ce que la vérité du rêve en séance est au rêve la cure. Avec l'attention flottante, on aurait la possibilité d'une conscience particulière. Shakespeare, possédant cette faculté négative d'être dans l'incertitude, le mystère et le doute, sans s'irriter à quêter des faits et une raison. Fil de l'écriture de la psychanalyse, cette faculté négative citée par John Keats et reprise par Wilfred Ruprecht-Bion. Travail d'écriture recréant autrement les paroles échangées en séance, nécessité pour l'analyste contre l'opinion de Michel de Musan. L'écrit est transfert d'accords et de désaccords psychiques. Vous vous trouvez, tel Beckett, devant un mur infranchissable et vous devez avancer par millimètres, ranimant l'impuissance à dire. La parole oblique ne parle pas, oraculaire, ne cache mais signifie. Héraclite. Le nom du patient est inscrit comme un nom au désir incestueux de l'enfant. La scène du transfert sera scène du refus du patient de demeurer esclave du non-désir de la mère. L'analyse n'est pas prise comme objet mais comme source inspiratrice de l'écriture. Ma topique subjective est celle des fenêtres ouvertes et de la chambre à soi. Le patient est votre maître. Les livres viennent après.
engagement avec le patient, cheminement de pensée au travers des aléas d'une rencontre. Barthes l'a dit, la langue est fasciste. Transformation de flux sensoriels et sonores. Des souvenirs ressurgissent soudain en séance. Il n'existe pas de souvenirs refoulés, inconscients. Ce qui est refoulé, c'est ce qui se cache, se transvestit dans le souvenir. Ce sont les connexions. Les barrières du refoulement se situent entre les représentations, empêchant les liens. La règle de la libre association vise à multiplier les réseaux. Épreuve de l'analyse, ce que nous dit le patient, le désespoir de la répétition, et ce que nous entrevoyons, l'immuable de la jouissance inconsciente. Le plaisir naît dans ce mouvement, culture de la dépression. L'infantile n'est pas l'enfance, ni même l'enfant. Chez Pontalis, l'écriture vient en écho à la parole, en écho à la séance. L'écriture est illusion créatrice de l'objet perdu dans un espace transitionnel. Il remet en jeu la théorie du rêve et de son interprétation par le rêver. Tout rêve fait référence au corps maternel, et que le processus est lié à la mère. La pulsion sexuelle est confisquée par l'objet interne prévalant. Il insiste toujours sur le primat sexuel. Une mère est excitante ou pas, mais elle est sexuelle. Bartleby est la figure de l'auto-effacement progressif, la dissolution, l'inanimation progressive, pulsion de mort chez Freud. Son personnage, Bartleby, décourage la question en disant « je préfère ne pas », découragement actif à l'adresse du questionneur. Dans la névrose de destinée, c'est l'événement qui se répète, c'est cyclique. Répéter, ce n'est pas répéter à l'identique. Le rêve ignore le néant. Rêver, c'est nous donner une fortifiante illusion. Les barrières sont levées. Le rêve est le carrefour d'identités multiples. Rêver des morts me fait franchir la frontière. Un patient me disait qu'il avait connu 10 ans de bonheur à peine senti, tant elles sont passées vite. Depuis que sa femme est morte, il se sent dépareillé. Son chagrin est devenu sa demeure et il ne cherche pas à en sortir. La mémoire, en s'altérant, fait mourir une deuxième fois nos morts. Tourner la page, tenter de repartir à zéro. La vie, c'est toujours destruction et renouvellement. Celle qui demeure en moi, c'est la vivante éphémère, non la morte éternelle. Aimer par tous ses sens l'éphémère. Les livres sur les morts délivrent les survivants d'un poids qui peut les écraser. Bartleby, le scribe, il écrit « J'aimerais mieux pas, calme fermeté, résistance passive ». Il est intraitable. Pascal Quignard, l'amour consiste en des images qui obsèdent l'esprit. À des êtres vivants ou morts, son signalement est donné dans les rêves, car il n'y a ni volonté ni même l'intérêt qui règne. Il existe des patients doués pour l'analyse, des analysants. Leur pensée est en mouvement, leurs paroles sans contrainte, leur mémoire apte à traverser le temps. Difficile, l'analyste y trouve son plaisir, le patient y satisfait son désir d'être aimé. Difficile à déceler où ça résiste. Paradoxalement, ce sont les patients qui paraissent le moins faits pour jouer le jeu de l'analyse, les rebelles, les réfractaires, ceux qui s'enferment dans un silence massif, d'une pauvreté associative, interdisant l'alliance du travail. Eh bien, ce sont eux qui nous dégagent de toute complicité. Merci.